Nous sommes au cœur du bassin minier, c'est Terry. Ces chevalements vont nous servir de décor pendant toute cette émission spéciale. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on vous emmène en voyage et notre aventure, elle débute ici, dans un train. C'est comme ça qu'en 1919, vont arriver dans la région des centaines de milliers de Polonais. C'était il y a 100 ans, la France et la Pologne signent un accord qui va lancer le début de cette immigration polonaise. Des Polonais qui vont travailler dans les mines, mais qui vont surtout s'installer durablement dans la région. Leur culture va se mélanger avec la nôtre, avec la culture ch'ti. Nous vous emmenons à la découverte de cette communauté pour fêter les 100 ans de la ch'ti de Pologne. Nous partirons à la rencontre de Violetta pour préparer avec elle un repas typiquement polonais. Nous rejoindrons l'abbé Grégoire Napierala. Chaque semaine, il rassemble de nombreux fidèles dans son église de Lens. Edwin Gorny, fils d'immigrés polonais, nous racontera ses 30 ans passés au fond de la mine. Nathalie Rowell, elle, nous fera faire quelques pas de danse grâce à sa troupe Polonia Douée. Sur la pelouse du Stade Bollaert, Joachim Marx, ancienne star du RC Lens, sera également à nos côtés. Ballon au pied, il a fait rêver mais surtout rayonner la communauté polonaise. Luc Pirala, directeur adjoint du Louvre-Lens, nous servira, lui, de guide à travers une exposition exceptionnelle consacrée à la peinture polonaise du 19e siècle. Enfin, Henri Dudzinski, ancien journaliste, nous offrira une représentation de son spectacle, une plongée théâtrale au cœur de la ch'ti de Pologne. Alors quoi de mieux pour commencer cette émission, pour se plonger dans l'ambiance que la gastronomie polonaise. Et justement, on va rejoindre notre première guide de la journée. Violetta, bonjour. Bonjour Anaïs, dzień dobry. Alors vous allez nous apprendre à cuisiner un plat typiquement polonais. Voilà, on va cuisiner aujourd'hui les pierogi ruskie. C'est des raviolis au fromage blanc. C'est typique. Pommes de terre. Et je crois qu'on a l'endroit parfait. Hein. Ah oui, c'est magasin parfait pour nous. Bonjour, dzień dobry. Bonjour, dzień dobry. Alors là, c'est le paradis de la gastronomie polonaise. Ah oui, on retrouve ici tout. Qu'est-ce qu'on trouve dans notre assiette dans les familles polonaises. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui vous marque quand vous voyez? C'est déjà l'odeur des saucisses fumées. En premier, tous les plats, pierogi, chou farci, c'est gołąbki. Il y a même des plędzy, il y a chagówki. Qu'est-ce qui est typique, là, par exemple, dans la charcuterie qui diffère de la France? Qu'est-ce qui est typiquement polonais, là? Ça, par exemple, c'est salsesson, on ne trouve pas, je crois, en France. Ah, moi, je ne connaissais pas, en tout cas. Voilà, ça, c'est noir, c'est mon préféré. Et vous, pareil, qu'est-ce que vous vendez le plus ici? Clairement, ce qui se vend le plus, c'est tout ce qui peut s'associer à l'apéritif, puisque c'est voilà, ça fait partie de nos coutumes ici françaises. On va commencer nos courses? Ah bah oui, alors rapidement, on fait des pierogi. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, on a besoin de serre, parouk, ça veut dire fromage blanc. Ok. Je note. C'est vraiment un fromage typique, on le trouve qu'en Pologne. Donc, voilà, ce qui est normal parce qu'il sert de base à la cuisine polonaise dans beaucoup de préparations. Okay. Et qu'est-ce qu'on va prendre pour accompagner, pour faire un apéritif du coup? On peut prendre un Bouddha peut-être quand même parce que c'est différent, c'est délicieux. Avant de passer en cuisine avec Violetta, faisons d'abord un bond dans le passé. En 1919, la Pologne retrouve son indépendance et officialise une convention avec la France. C'est le début de l'importante immigration polonaise dans le bassin minier. La gare de Lens, reconstruite au lendemain de la Grande Guerre, gare d'aiguillage vers les différentes compagnies des mines. La main-d'œuvre est attendue. Il y a urgence à reconstruire le bassin minier. C'est bien justement pour ça que l'État va signer des conventions, parce que l'histoire est là. Le bassin minier est en ruine, déjà sur un plan d'infrastructure, mais également une main-d'œuvre totalement décimée dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, mais décimée dans la plupart des entreprises en France, dans le monde agricole. Et il faut faire venir une main-d'œuvre étrangère pour pouvoir travailler dans tous les secteurs industriels et agricoles afin de pouvoir relancer l'économie française et retrouver le niveau que l'on avait avant la Première Guerre mondiale. Parmi les premiers Polonais, ceux de la vague de 1922, certains sont déjà mineurs, arrivés en Allemagne au début du siècle.
La France occupait la Rhénanie-Westphalie, et donc les recruteurs des compagnies privées venaient faire leur marché directement sur place, prendre des ouvriers qualifiés, on disait vous êtes polonais, il n'y a pas d'avenir pour vous en Pologne, c'est pas stable, peut-être vous y retournerez plus tard. Vous ne pouvez pas rester en Allemagne, venez en France, il y a du travail, et avec un vrai contrat de travail. On leur demande leurs opinions politiques, religieuses, s'ils sont propres, s'ils ont le scorbut, des choses comme ça. Oh, ça ne dure pas bien longtemps, on a besoin de main d'œuvre, ils passent très vite. Et puis ils sont affectés, donc mes grands-parents avaient une affectation, ils savaient où ils venaient, la maison était déjà désignée. Donc ça se passait ici, notamment à Lens. Comme les grands-parents d'Henri Duzinski, ils seront 500 000 Polonais à s'installer en France. Les siens s'établiront dans la cité Kennehem de Marles-les-Mines, rasée en 1975 par les houillères après l'explosion d'un terri qui fera 6 morts. Et ils sont arrivés de la gare de Vis à Marles, à pied, avec leurs valises. Ils sont montés par le petit escalier qu'il reste, c'est tout ce qui reste aujourd'hui. Et puis ils ont pris possession de cette maison qui était à cet endroit. Ici, il y a des traces encore d'ânettes, de copper pour faire les cornichons polonais. Ça se met et ça pousse sauvagement maintenant aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ce souvenir. En 1933, la communauté polonaise du bassin minier édifie un mémorial près de la nécropole nationale de Lorette. L'ambassadeur de Pologne en France vient l'inaugurer. Hommage à l'engagement de volontaires polonais originaires d'un pays rayé de la carte. Le 9 mai, le 16 juin 1915, ils combattent au sein de la Légion étrangère aux côtés des troupes françaises au prix de lourdes pertes. Ils se battent pour la renaissance de la Pologne. C'est écrit sur le monument, Zawaszą i naszą wolność, pour votre et notre liberté. Ils se disent que si la France est libre, peut-être que si les empires s'écroulent, la Pologne pourrait renaître. L'histoire leur donnera raison. Le traité de Versailles accordera à nouveau un territoire à la Pologne. Le 3 septembre 1919, la jeune République signe avec la France une convention relative à l'émigration et l'immigration. Dans les années 30, le Pas-de-Calais accueillera 115 200 Polonais. C'est la plus grande vague migratoire qu'a connue le département. Le bassin minier, son charbon et ses mineurs polonais. Sans eux, cette industrie n'aurait jamais connu un tel essor, et ça, Edwin Gorny en sait quelque chose. Tout comme son père avant lui, ce fils d'immigré a passé toute sa vie au fond de la mine. Bonjour Edwin Gorny. Bonjour. Je suis heureuse de vous rencontrer. Alors ce geste, on vient de le voir, vous l'avez fait tous les jours pendant 30 ans. Pendant 30 ans, oui. Expliquez-nous, on est où ici? On est dans la salle des pendus, c'est la salle de bain des mineurs. Les douches se trouvent tout le tour. Et en bas, il y a un caniveau pour évacuer les eaux sales. Et quand on arrivait de la maison, on venait ici, on descendait notre corde, comme ça. Les vêtements de travail, on les met sur le banc. On se déshabille à poil, on met nos vêtements propres sur le crochet et on le remonte jusqu'en haut. On met nos habits de travail, barrette, ceinture, et puis on va chercher notre lampe. Vous avez passé 30 ans au fond. Oui. Avec d'autres, beaucoup d'autres Polonais, ou en tout cas Français d'origine polonaise en fait. J'ai habité dans les cités à Pécancourt, il y avait plus de Polonais que de Français. Donc et puis on avait nos sociétés polonaises, on avait notre curé polonais, on avait un instituteur polonais, donc on s'est intégré facilement. Alors Edwin, on a enfilé nos beaux casques pour descendre au fond, comme à l'époque. Vous, votre métier, c'était de vous occuper de la maintenance de ce genre de machine? De tous les engins qui étaient au fond. Alors racontez-nous, elle a été comment l'ambiance ici dans ces galeries à plusieurs centaines de mètres sous le sol? Ah ben, il y avait un esprit de camaraderie, tout marchait très bien. Les gens avaient le sentiment qu'ils faisaient exercer un métier dangereux. Oui, c'est pour ça qu'on s'aidait l'un l'autre. Est-ce que vous étiez entre Polonais ou est-ce que ça se mélangeait? Non, on se mélangeait. Quand on était entre Polonais, on parlait polonais, mais quand il y avait un étranger avec nous, on parlait français. Un étranger ici. Et est-ce que vous leur appreniez aussi peut-être votre langue, des petits mots? Est-ce que tout le monde se comprenait facilement? Ils apprenaient tout seuls parce que des gros mots en italien, porca madonna, porco dio, dio cane. Et vous leur appreniez en polonais? En polonais, cholera et tout ça, donc ça vient tout seul quand les gars ils venaient à la mine. C'était pour travailler, c'était pas pour discuter. Hein. Pour prendre une pelle et puis charger des cailloux, il faut pas comprendre le français. Hein. Merci Edwin pour tous ces souvenirs, pour votre histoire. Merci beaucoup.
Et maintenant, on va parler d'un autre mineur polonais, sauf que lui, il a délaissé le charbon pour devenir photographe, Kazimierz Górecki. Dans les années 20, il s'installe à Rouvroy et va prendre en photo sa communauté, des centaines de clichés, une plongée au cœur de la petite Pologne. Un mariage traditionnel, des soirées festives dans les corons, bienvenue au cœur de la petite Pologne, dans les années 20. Des instants de vie immortalisés par Kazimierz Górecki, un mineur polonais devenu photographe. Il nous en abîme, mais cette manière de dire « je vais vous montrer ». Je vais vous prendre en portrait, et tout en se photographiant lui, à l'intérieur même, il est aussi partie prenante de cette communauté. En fait, il est au centre de cette diaspora. L'histoire de la diaspora polonaise, de ces milliers d'étrangers venus en France pour travailler dans les mines, avec comme seul bagage leur culture, leur tradition. Ces clichés de Kazimierz Górecki nous offrent un regard sur cette époque, une redécouverte de ses premières années d'exil. Ces photographies, elles étaient également envoyées au pays. Donc c'était une manière pour ces personnes qui avaient ces commerces de justifier leur exil et de montrer à la famille restée en Pologne voilà, qu'ils ont réussi et qu'ils se sont intégrés là où ils sont actuellement. Et pourtant, ces traces du passé auraient bien pu disparaître sans Frédéric Lefebvre. C'est par hasard qu'il a redécouvert dans la maison familiale ces milliers de clichés restés intacts. Aujourd'hui, ils nous parviennent pour nous raconter une histoire, la naissance d'une identité où se mélangent culture ch'ti et tradition polonaise. Il est témoin de l'intérieur, d'une histoire qui se forme, une communauté qui se forme entre le folklore polonais et la modernité occidentale. Ils sont toujours comme ça, on voit tout ça. Les photographies de Kazimierz Górecki, un témoignage unique du quotidien de la vie de cette petite Pologne, une communauté soucieuse de montrer sa réussite et fière de garder vivantes ses traditions. Nouvelle étape de notre voyage. Nous nous rendons à l'église Millennium à Lens, un lieu incontournable pour toute une partie de la communauté polonaise. En français et en polonais, ici les deux langues se mélangent. Mais chut, la messe a déjà commencé. Nous t'en prions, Seigneur, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy. Ça parle de quoi ce chant? Alors ce chant, c'est au moment où le pain se transforme en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Hein, et comme quoi c'est vraiment le grand miracle de la messe, le moment de la célébration la plus importante de la messe. Hein. Et ça veut dire quoi du coup ces deux premiers mots là qu'on entend? Un pain ordinaire que le Christ change en son corps. Et c'est un chant typiquement polonais ça? C'est typiquement polonais, oui. C'est une messe qui dégage une ambiance particulière, on mélange le français, un tout petit peu de latin, les chants en polonais. C'était toujours fait comme ça. Au début, tout était en polonais, mais maintenant, parce que la jeune génération ne comprend plus le polonais, donc on mélange, on fait en polonais, en français. Mais on essaie de garder nos racines polonaises. L'Église, elle a eu vraiment un rôle dans cette venue des Polonais. Le prêtre, c'était pas juste un prêtre, il avait un rôle même social pour aider l'intégration de ces jeunes Polonais qui ne connaissaient pas le pays. Tout à fait, parce qu'au début, le prêtre aidait, disons, ceux qui venaient ici. Mais le rôle du prêtre, de la paroisse, c'était pour unir. Et là, dans un lieu particulier, c'est un monument historique, il a fêté ses 50 ans il n'y a pas longtemps. Et on sait l'importance de la religion en Pologne, mais on le voit aussi ici, puisqu'en fait, cette église elle a été construite grâce aux dons des fidèles, en fait, grâce aux Polonais. Ils avaient besoin de cette église, en fait. Oui, parce que au début, il y avait une petite chapelle. Après, c'était pas suffisant, donc ils ont justement, avec cette idée de construire une église.
Une église Non. pour eux. Pour eux, voilà. Et donc, les dons venaient pas uniquement de la région, n'est-ce pas, mais aussi de l'étranger. Le monde entier a C'est un participé à peu, la création voilà, de cette église. c'est un peu le monde entier. Alors elle est très moderne, hein, quand on la découvre, elle est surprenante, cette église. Et les vitraux, ils racontent l'histoire de la Pologne, parce que l'importance de la région, on la comprend aussi quand on comprend l'histoire de la Pologne. Par exemple, nous avons là-bas une aigle de la cavalerie polonaise, le Hussard. L'aigle, c'est important pour les Polonais, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort d'assister à une messe en polonais alors? Il n'y a rien de plus fort, c'est juste que c'est mes origines, j'y vais depuis que je suis tout petit, donc voilà. C'était la poursuite de la Pologne. Voilà. En Pologne, ils sont très chrétiens, ils sont venus, Oui, ils ont très continué. croyants, Voilà. très croyants, c'est vrai. C'est ça. Alors on l'a dit, hein, l'église a joué un rôle important hein, pour les premiers immigrés polonais. Mais il y a également une autre instance qui a aidé cette immigration à s'installer en France, c'est le Parti communiste. Regardez. Dans ces rayonnages, tout un pan de l'histoire de la communauté polonaise du bassin minier. On est aux archives départementales du Pas-de-Calais et dans ces deux dossiers, il y a les décrets d'expulsion des mineurs polonais communistes. Ils sont des dizaines à être ainsi chassés de France après une grève en 1934. Sur ces images, les seules existantes, on voit ces familles polonaises quitter leur maison à Le Forêt près de Lens, sous bonne garde. Jacques Smisiak est là pour nous le rappeler. L'Église catholique polonaise alors contrôlait tout, presque tout. Les Polonais, à 80-90% sont catholiques. Une partie provient du bassin de la Ruhr, hein, où ils étaient un peu sous le contrôle des organisations cléricales de Westphalie, d'Allemagne. Donc il y aura vraiment une difficulté de pénétration de ce milieu de la part du mouvement communiste. Mais le mouvement communiste, le Parti communiste notamment à l'époque, va s'appuyer sur des militants chevronnés, car parmi les immigrés, on aura des personnes qui ont fait, par exemple, la révolution bolchevique en Russie, qui ont fait la révolution spartakiste en Allemagne, ou même la révolution russe de 1905. Donc on avait donné des militants chevronnés, et ce sont eux qu'on va organiser, que le Parti communiste va organiser pour justement mobiliser la main-d'œuvre polonaise. Et parmi les expulsés de 1934, un certain Edward Gierek. Ce petit Galibo arrivé à Lens à l'âge de 13 ans reviendra en France comme chef du Parti communiste polonais, autrement dit comme chef d'État. À Obi aujourd'hui, une rue porte son nom. Le maire, lui-même franco-polonais, se souvient de ces communistes polonais qui cachaient leur engagement. Quand on avait 14 ans, en général, on avait passé son certificat d'études, on entrait à la fosse. Pour pouvoir le faire, il fallait quand même l'autorisation du curé, de la paroisse. Donc c'était quand même un milieu entre le patronat et l'institution catholique qui était très en cheville, justement pour éviter qu'il y ait des gens qui aient des idées un peu trop communistes qui ne soient rentrés dans l'industrie ou dans la mine. Donc quand on était communiste, on se taisait, on était un peu clandestin en quelque sorte? Je pense, d'une certaine manière, oui, il fallait se taire, oui. Oui, bien sûr. Il fallait se taire. Ou alors quand on allait au bout de ses convictions, comme Edward Gierek, on était raccompagné à la frontière. Après-guerre, on estime à 60 000 le nombre de Polonais, communistes ou pas, qui décident de rentrer au pays. Ah, vous revoilà. En vous attendant, j'ai appris quelques pas de danse polonaise, mais c'est pas encore parfait. Alors pour en parler, on va aller voir la chorégraphe de la troupe. Céline, c'était comment? Ça va, ça allait. Pour une première fois, c'était super. Bon, merci en tout cas. Alors chaque danse polonaise raconte une histoire. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle que je viens d'apprendre? Alors en fait, c'est une battle entre les hommes et les femmes. Et les hommes essayent de montrer leur virilité à travers les filles. Pour séduire les femmes. Voilà, exactement. Et quoi de mieux pour raconter des histoires que d'avoir des costumes?
C'est votre maman qui s'en occupe? Voilà, tout à fait. C'est juste à côté, c'est ça? C'est juste à côté. Bon allez, j'essaie de me frayer un chemin pour la rejoindre. Bon courage. Patricia, Martine, bonjour. Alors c'est vous les deux magiciennes qui se cachent derrière Polonia Doué. Vous vous chargez des costumes et il y en a énormément des costumes ici. Oui, on en a plus de 700. Hein. Oui, le costume, les chemises, enfin tout ce qui est accessoires. Vous adaptez tous les ans en fonction des danseurs. Oui. Parce que bon, les danseurs sont absents ou changent de danse, donc on adapte. Alors c'est lequel selon vous le plus beau costume de votre collection? Pour nous, c'est le Nowy Sącz, parce qu'il est chatoyant, il est coloré, il est joli. Très travaillé. Très travaillé. C'est un costume de gala? Non, c'est de parade. Hein, parce que bon, je suppose que il n'allait pas au champ avec ce costume-là. Donc, oui, il y a près de 400 boutons. Énormément de travail dessus. Oui, c'est du travail manuel. Hein. Oui. On va aller voir la présidente de votre association, Nathalie. Elle a enfilé un costume. Merci, mesdames. De rien. Au revoir. Dzień dobry, witamy serdecznie w naszej sali. Merci de nous accueillir ici avec votre association Polonia Doué. Et ça fait 30 ans qu'avec vos danseurs, vous faites vivre le folklore polonais dans la région. Le folklore est très riche en Pologne. Et justement, dans nos spectacles, nos spectateurs peuvent voyager à travers toute la Pologne. Chaque région a ses spécificités. Elle a ses mélodies dans ses chansons, elle a ses costumes et elle a aussi ses pas de danse et ses instruments de musique. Et ça, eh bien, on met un point d'honneur à présenter tout ça au public. Et à le sauver en fait, parce que 100 ans après l'arrivée des premiers Polonais, ça aurait pu se perdre en fait. Tout à fait. Déjà, cela se perd en Pologne. Les gens de ma génération ne s'occupent pas vraiment du folklore et de tout ce trésor. Et nous, cette richesse, eh ben, on tient à la garder ici dans le Nord-Pas-de-Calais et en faire profiter le plus de monde possible. C'est une véritable richesse qui passe par la danse, mais qui passe aussi par la musique depuis plusieurs générations. Ce folklore polonais traverse les époques, notamment grâce aux harmonies, mais aussi aux chorales, car la fête en Pologne, ça se vit en famille, ça se vit en groupe. Ils se rassemblent une fois par semaine pour jouer du folklore polonais, un rituel depuis 1922 à Oudin. Dans les rangs plus de mineurs, mais leurs descendants, petits-enfants, frères, sœurs, cousins, la moitié des musiciens est encore d'origine polonaise, l'harmonie reste une affaire de famille. Moi, je joue du baryton, je joue avec mon père et j'ai commencé à l'âge de 5 ans et maintenant j'en ai 40. Quand on est petit, on suit les concerts, après on va au banquet et forcément on veut faire comme le papa ou la cousine ou la grande sœur, j'avais ma sœur qui jouait aussi. Et après on suit et on est en partie dedans. Quand ils ont fondé ces ensembles musicaux il y a presque un siècle, les mineurs voulaient oublier les longues journées passées sous terre et faire la fête ensemble. Étant donné qu'ils travaillaient du dimanche au soir jusqu'au samedi, il n'y avait que le dimanche matin qui était libre pour les répétitions et ça les sortait justement de ce métier très, très pénible. À la baguette, un autre membre de la famille, Romuald, arrière-petit-fils de l'un des fondateurs. À 22 ans, il est l'un des rares jeunes à perpétuer la tradition. On a plus d'anciens entre guillemets que de jeunes, donc pour faire perpétuer la chose, c'est compliqué. On n'a pas forcément des jeunes qui viennent taper à la porte pour faire découvrir justement la musique ou autre. C'est une culture complète, c'est une petite boîte, on met toutes les choses avec la polonité dedans. Et pour moi, on peut pas faire... un Polonais ne peut pas faire sans musique, sans manger, sans boire, sans amis, sans famille. Les groupes ont survécu à la fin de la mine. Il en reste quelques dizaines dans la région. Le plus célèbre est sans aucun doute l'orchestre Kubiak. Créé en 1956 par Stéphane, coiffeur, accordéoniste, fils de mineur. À l'époque, cette musique se vend. Un jour, Barclay est venu le contacter, Eddie Barclay. Ils ont signé un contrat pour enregistrer dans 33 tours
Et ça a duré pendant plus de 20 ans. 30 albums, 600 000 écoulés. Son fils a repris le flambeau. Sa marque de fabrique, un mélange de variété et de folklore. On garde nos racines polonaises qui sont très importantes, qui font vibrer les anciennes générations, tout comme les nouveaux. Les jeunes, même si à notre époque ne parlent plus polonais couramment, ils ressentent ça, je suis certain, dans le plus profond d'eux-mêmes, quoi. Mais je suis également persuadé que ça va disparaître dans 20-30 ans, on sera malheureusement disparu. Le public a changé, les musiciens aussi, mais la communauté polonaise du bassin minier est toujours en quête de cette convivialité. On ne peut pas arrêter en fait, c'est dur, on peut pas, c'est un manque, en fait c'est comme une drogue, on s'en rend pas compte mais c'est comme une drogue, on aime bien, on est bien, tant qu'on joue on est bien, on pense à autre chose, on s'éclate. Est-ce que l'esprit est le même? Oui, l'esprit musique familiale, se faire plaisir ensemble, c'est resté, ça reste, ça restera toujours. Comment parler de la ch'ti de Pologne sans parler de sport? Notre voyage se poursuit donc à Lens, au stade Bollaert. Nous retrouvons ici l'un des Polonais les plus connus en France, Joachim Max. Ballon au pied, ce footballeur a fait les belles heures du RC Lens. Bonjour, Joachim Max. Bonjour madame, enchanté. On est bien là? Oui, très bien même. Vous ressentez quoi d'être au bord de cette pelouse de Bollaert? Impressionné. Parce que quand j'arrivais en 75, le stade n'était pas comme ça. Dans mes souvenirs, c'est le petit stade, rien derrière le but. Et c'était déjà à l'époque impressionnant parce qu'il y a eu 26 000 personnes. Et ça criait dans tous les sens. C'était la même ambiance. Vous avez commencé en 75, vous êtes arrivé de Pologne pour jouer au RC Lens. Vous l'avez aussi entraîné, ce club. Et alors, quels souvenirs vous gardez quand vous arrivez ici, dans ce stade? Bon, les premiers matchs, on peut pas oublier. Parce que c'était unique. Je ne pensais pas que je vais marquer 3 buts. En plus, je peux vous dire, ça a très mal démarré parce que Lyon, il menait 1-0 au bout de 2 minutes de jeu. Et j'ai eu un peu peur. Mais après, ça va, dans le match, ça s'est bien passé. C'était la fierté pour les gens d'ici, avoir dans l'équipe de vrais Polonais. Des gens qui rayonnaient en France, qui faisaient connaître aussi leur histoire et leur place ici, leur communauté. Si vous voulez, déjà après mon premier match, 2 jours après, parce que le match c'était vendredi, 31 octobre, et dimanche, j'étais invité chez quelqu'un, chez les Polonais, manger. Alors, ils m'ont raconté toute l'histoire, comment ça s'est passé avant, et voilà. Et... C'était un peu comme chez vous, le bassin minier. Ça ressemblait, les gens ressemblaient aux gens que vous aviez connus chez vous. Je ne voyais pas la différence. C'est la même mentalité, c'est les mêmes gens, habillés pareil, avec des casquettes, comme chez moi en Pologne, en Silésie. C'est des mineurs, c'est des gens avec un cœur énorme. Et moi, j'étais accueilli pas comme une star, mais plutôt comme un Polonais. Ça a été ma famille tout de suite. Si je vous dis Raymond Kopa, vous me dites quoi? Kopaszewski. Oui. Alors, il y a lui, il y a aussi Eric Sikora, il y en a plein des grands noms comme ça qui ont marqué le sport français. Et leur point commun, c'est qu'ils viennent de la région, c'est qu'ils sont tous franco-polonais. Et ces hommes, ils vont faire rentrer l'histoire des mineurs polonais du XXe siècle dans la grande histoire. Raymond Kopaszewski, symbole de ces sportifs d'origine polonaise, entré dans le panthéon du sport français. Et partout j'étais rejeté. Et je n'avais qu'un seul moyen, c'est d'aller à la mine. Pourquoi? Parce que j'étais fils de Polonais et il n'y avait pas de place pour des fils de Polonais. Comme d'autres, Kopa a connu cette dure vie de labeur dans le bassin minier, avant de voir la lumière et de briller grâce au sport. Heureusement pour moi, j'avais le ballon, j'avais le football. Bien sûr, je ne pensais pas à ce moment-là que je deviendrais ce que je suis actuellement. Un itinéraire suivi aussi par les frères Lech. Reprise de volée terrible. Georges et Bernard n'ont rien oublié de leur enfance passée dans la communauté polonaise. C'était là nos débuts, c'est là qu'on le premier club. Deux grands noms du RC Lens, petits-fils d'immigrés. On était tous entre nous les Polonais.
On avait notre église, on avait notre coron, on avait notre rue, on avait nos jardiniers qui nous couraient derrière parce qu'on leur piquait les tomates et les carottes dans leur jardin. C'était une jeunesse extraordinaire. Nostalgie d'une période à la fois difficile et mêlée d'insouciance. Sélection radicale, un contre favorable à Georges Lèche qui marque. Georges Lèche a porté le maillot de l'équipe de France à 35 reprises. Une carrière inespérée quand le destin vous envoie plutôt à l'usine ou à la mine que dans les stades. Georges Lèche, vous êtes donc un footballeur ouvrier. Oui, je suis un footballeur ouvrier. C'est-à-dire que je m'entraîne le matin, l'après-midi je viens travailler ici. Les corons ont vu naître d'autres grands noms du sport. Jean Stablinski, vainqueur du Tour d'Espagne, ou un cycliste moins célèbre, un certain César Marcellac, coureur polonais, devenu champion de France. Mais quand vous êtes arrivé à Bully, vous étiez toujours un petit garçon polonais. Oui, toujours, oui. À Bully, ici, comme je commençais à aller à l'école, et par la suite, j'allais commencer à travailler. Vous avez travaillé où ça? Ici, à la mine, ramasser des gaillettes. Les Français ont aussi vibré devant les exploits de Michel Jazzy, l'enfant de Wany, l'athlète aux 9 records du monde, et surtout médaillé d'argent aux Jeux de Rome en 1960, un succès alors partagé avec la communauté polonaise. Je dois dire que j'étais un peu à la fierté des Polonais après. Quand je faisais de la course à pied et que je revenais voir ma grand-mère, c'était la fête au village, dans les corons. Je dois dire que c'était des moments exceptionnels. 98 remportés. Au fil des années, le RC Lens a fini par symboliser cet héritage avec un certain Éric Sikora, champion de France 98, lui-même petit-fils de Polonais. On faisait un anniversaire, je sais qu'après les repas, mes grands-mères, il fallait mettre la musique polonaise et ils chantaient, quoi. C'était la tradition. Et ce qui est un peu dommage, c'est que tout ça se perd. Mais forcément, les générations changent. Un patrimoine à préserver, une preuve de l'intégration réussie de ces travailleurs venus de l'Est, parfois devenus sportifs, et fierté de la nation française. Voilà. Avant de devenir un musée, le site du Louvre-Lens était au siècle dernier un carreau de mine, la fosse numéro 9. Comme un clin d'œil à ce passé, une exposition exceptionnelle rend hommage à la Pologne, plus particulièrement à ses peintres du 19e siècle. Pirala, bonjour. Bonjour Anaïs. Merci de nous accueillir, vous êtes notre guide dans cette exposition qui commence de manière assez exceptionnelle. Alors avant d'en parler, nous on a beaucoup abordé la question des mineurs polonais qui sont venus s'installer dans la région au XXe siècle. Là on va aborder notre époque avec cette exposition, le 19e siècle. La Pologne n'existe plus, le pays va être morcelé, divisé. C'est un vrai traumatisme pour les Polonais et je crois que pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut parler de ce tableau incroyable, magnifique. Oui, effectivement, le 19e siècle est un moment important pour l'identité polonaise puisque, comme vous l'avez rappelé, le pays n'existe plus, il est partagé, mais en même temps, les grands ferments de ce que sont la polonité, de ce que sont l'identité nationale, vont être créés et mis en image, notamment par les artistes. Effectivement, c'est le cas ici avec ce grand tableau très impressionnant de Jan Matejko, qui est le plus grand peintre polonais, on peut le dire, qui représente ce moment fatidique où effectivement, sous pression des grandes puissances étrangères que sont la Russie, la Prusse et l'Autriche, le pays va être divisé malgré l'intervention de ce député Reitan qui va rentrer dans le langage commun en polonais. Effectivement, on ne dit pas « faudra me passer sur le corps » en polonais, c'est voilà, je fais comme Reitan, je m'oppose absolument à ce qui se passe, même si effectivement dans ce cas-là ce sera vain malheureusement. Il est très parlant, hein, ce tableau, les visages sont expressifs, car si le pays disparaît, si je ne me trompe pas, c'est bien les artistes qui vont prendre le relais pour faire renaître la nation polonaise, pour faire entendre leur identité qui a disparu. Tout à fait. Ça, l'expo, hein. Tout à fait. L'exposition, elle travaille sur cette idée de nation, cette polonité, ce patriotisme que d'abord les poètes vont mettre en scène et que par la suite, à partir du milieu du 19e siècle, les peintres vont véritablement aborder pour finalement pouvoir que la Pologne renaisse au début du 20e siècle. C'est une vraie résistance artistique. Tout à fait. Le peuple va se révolter contre la domination russe, contre la domination allemande, et ça va donner des tableaux et une expression artistique. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est de dire que effectivement,
les politiques de russification et de germanisation, au fond, quand on va vraiment demander aux Polonais d'arrêter d'être polonais dans leur langue et dans leur religion, ça va entraîner de graves insurrections tout au long du XIXe siècle. Ces insurrections seront terriblement réprimées, notamment dans la partie russe de la Pologne, et on va avoir des déportations en Sibérie qui vont être vraiment terribles, très très longues, jusqu'à 1 an on pouvait être sur les routes avec la famille pour atteindre la destination finale, et les peintres tout au long du XIXe siècle vont s'emparer de cette imagerie pour pouvoir la mettre en forme, ce qui va véritablement marquer l'imaginaire patriotique des siècles à venir. On se rend compte au XIXe siècle que, au fond, on n'arrivera pas à avoir une Pologne indépendante sans que les paysans fassent partie de la lutte. Et donc, du coup, on va avoir effectivement tous les peintres, notamment, s'intéresser de plus fort à cette population et les mettre en valeur, en considérant également qu'au fond, ils sont les garants d'une véritable polonité. Et ça, ils vont l'amener en fait dans leur exil ici en France, leur exil économique pour venir travailler dans les mines. Ils vont garder cette identité pour se rapprocher de leur Pologne qu'ils ont quittée, c'est ça, hein? Exactement, tous ces motifs, ils vont les garder avec eux, ils vont marquer véritablement l'imaginaire de la Pologne telle qu'elle est vécue ici sur le territoire. Et on le retrouve dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci, Pierre Alain. Alors cette histoire, ces traditions, elles se perpétuent de génération en génération et ça passe notamment par la langue. À Lens, des cours de langue polonaise sont proposés, une manière pour les jeunes franco-polonais de faire perdurer la mémoire de leurs ancêtres. Dzień dobry. Ce soir-là, dans les locaux de l'université de Lens, c'est cours du soir en polonais. Dans la classe, les élèves ont tous les âges, mais partagent des origines polonaises. Comme beaucoup, Frédéric Talaga a entendu parler la langue plus jeune, mais n'a pas pratiqué. Aujourd'hui, il a eu envie d'un retour aux sources qu'il partage avec sa fille. Parce que c'est une partie de moi et que j'avais envie de le faire avec mon père surtout. Quand je viens ici, je sens que les gens, on sent qu'on est attaché à quelque chose de commun, à cette culture. En effet, on est en France, mais on aurait pu être dans n'importe quel autre pays. Dès l'instant où on se retrouve autour de la langue, autour de ces échanges, la façon aussi de faire les choses. Źrebak. Qu'est-ce que ça veut dire, źrebak? Mignon. Foulard, voilà, un petit cheval. Janine Dudek, elle, a commencé les cours il y a 4 ans, après la mort de ses parents. Après le décès, j'ai pris conscience quand même, on avait une mémoire à continuer. L'émotion des mots, c'est troublant. C'est troublant. Est-ce que vous avez l'impression d'entendre vos parents? Oui, c'est ça de l'enfance, oui. Oui, voilà, c'est la mémoire de mes parents, de mes ancêtres en fait. C'est pas sonore, sonore. La prononciation est difficile, mais ici, le public part avec des bases. C'est beaucoup plus facile pour les gens qui ont déjà entendu parler le polonais à la maison. C'est la facilité pour les gens qui ont eu la chance d'entendre, d'écouter les mots, la mélodie de la langue déjà à l'époque. Ces sonorités plaisent à Victor. 3 générations de Chmiarowski partagent ainsi l'amour du polonais. C'est une langue très chantante. C'est pas trop facile, pas trop difficile. Pas trop difficile car même à la maison, l'enseignement se prolonge. Dans le même village, à Górki-Sypniewo. J'ai eu la chance d'entendre parler polonais quand j'étais petit, d'essayer de le pratiquer maintenant. Et à l'heure de l'Europe, ça c'est la deuxième raison, connaître des langues étrangères, c'est très important, je pense, pour l'avenir de mon fils. Chaque année, cette famille part en voyage en Pologne, l'occasion de pratiquer cette langue à laquelle elle reste attachée. C'est pour la fierté, pour comprendre quand on va en Pologne, pour comprendre ce que disent les gens. Ale w styczniu mam 11 lat. No właśnie. T'aimes bien parler en polonais? Oui. En plus, il a l'accent. Oui, bien il a sûr. l'accent polonais. Oui. Et il roule les R comme un polonais. C'est une fierté pour moi de pouvoir leur donner ce que j'ai appris. Et puis qu'ils puissent également dire, garder nos origines. Mon père me disait toujours,
n'oublie pas d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Elle me le disait en polonais. Mais c'est vrai que n'oublie pas tes racines. Parce que si tu oublies tes racines, tu pourrais aller n'importe où, tu ne comprendras rien. To są pączki. To jest pączki z maliny. Smacznego. Un peu plus tôt, nous avions fait quelques courses avec Violetta. Eh bien, on va aller la retrouver chez elle pour terminer notre recette de raviolis polonais. Alors Violetta, elle a déjà bien avancé sans moi. Vous avez déjà fait la pâte. Expliquez-moi un petit peu la recette. En fait, la pâte, c'est tout simple. Il n'y a que la farine, de l'eau chaude, du sel et un peu de beurre chaud aussi. C'est tout. C'est tout. Et nous, on va passer à la farce, c'est Et ça? maintenant, c'est la farce. Aujourd'hui, on fait pierogi ruskie, ça veut dire pierogi à la russe. C'est des pommes de terre, les fromages blancs qu'on a acheté chez Marek. Il y a des oignons qu'on a pré-cuits, sel et poivre. Il faut tout mélanger. Et maintenant, on mélange tout. Cuisiner comme ça, c'est important pour vous, maintenant qui êtes en France, pour se rappeler le pays? C'est déjà le goût de mes enfants, alors c'est les plats que je mangeais déjà quand j'étais petite. Et mes enfants, ils adorent tous les plats polonais, mes amis aussi. La pâte, elle est bien reposée. On va faire avec un porte-pièce les pierogi, avec la pâte. La pâte, voilà. Ok. Faut qu'elle soit très fine, faut qu'elle soit... Normalement, c'est mieux qu'elle est très très fine. Tu mets ta farce. Et après, ça Et a du mal. après, tu vois, avec ton doigt, tu essayes de rentrer un peu la farce dans ton... J'en ai pas mis assez. Et après, tu fermes comme ça. Ah, je dis que j'ai pas mis assez de... On peut les cuire? Bon, l'eau, il vient de bouillir. On a mis du sel. Et maintenant, on va plonger nos pierogi. Quand ils vont remonter à la surface, on laisse encore 1 minute et c'est bon à déguster. Déjà visuellement, ils sont réussis? Oui. Bon, on va trinquer cette réussite. Voilà. Stolat. Stolat Anaïs. Pour terminer notre voyage, nous retrouvons Henri Dzudzinski, alias Stanis. Bonjour. Depuis 2 ans, cet ancien journaliste parcourt la région avec sa pièce de théâtre. Nous le retrouvons en coulisses. Bonjour Henri. Bonjour, Je vous dérange un Anaïs. peu pendant la préparation, je m'assieds à côté de vous. Avec plaisir. Alors vous n'êtes pas encore habillé en Stanis. Non. Est-ce que c'est toujours très émouvant, ce petit moment de préparation, avant d'incarner votre grand-père devant le public? Et oui, je me défais de mes vêtements et je mets des vêtements comme ceux que portaient mes 2 grands-pères quand ils sont arrivés en 1922. Et là, j'entre réellement dans leur peau. On pense à ce qu'eux ont pu penser en arrivant en France, en posant le pied sur le quai de la gare, en arrivant en terra incognita, comme on dit en latin, en terre inconnue. Je m'appelle Stanislas Pawlak et je suis né en 1884 à Gościeszyn et je me suis marié le 12 juin 1912 à Zbąszyn. Aujourd'hui, c'est la Pologne. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Pologne. Malgré mon nom, j'étais allemand. Et ensuite, on déroule un siècle de présence polonaise, après avoir remonté jusqu'en 1966, pour expliquer l'histoire compliquée de la Pologne. Vous imaginez un pays rayé de la carte 123 ans? La Pologne va devoir attendre le 11 novembre 1918 pour renaître. Mais pendant ce temps-là, il n'y a plus de Pologne. Mais il y a des Polonais. Des Polonais dans l'âme, dans le cœur. Alors le 3 septembre 1919, à Varsovie, c'était un mercredi. Babielato, l'été indien. La Pologne, la jeune Pologne qui a pas 1 an, et la France signe une convention. Voilà l'original qui organise l'arrivée massive des Polonais en France, notamment dans les mines de charbon du Nord et du Pas-de-Calais. Moi j'ai choisi là. J'ai dit à mon copain Yannick, viens, on va aller en France. Les frais de chemin de fer sont payés par la compagnie pour les ouvriers, pas pour les familles. Les familles sont logées dans des maisons de la compagnie. On fournit à chaque ouvrier un habit de travail dont il devient propriétaire au bout de 6 mois de présence. Une avance de 20 francs est accordée à la famille. Elle sera retenue sur les 2 ou 3 premières quinzaines. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Mais j'ai dit oui à tout. Je raconte ce que mes parents, mes oncles et mes grands-mères me racontaient, c'est-à-dire que c'est un langage qu'ils ont découvert, ils pensaient parler français, mais ils parlaient ch'ti. Ah, la France. Le pays des Lumières, des écrivains, des philosophes. Montesquieu, Voltaire. J'allais enfin entendre et apprendre, en posant le pied sur le quai de la gare de Marlès-les-Mines, la belle langue de Molière.
Bon, les Polonais, là, par ici. Non, venez par ici, je vous dis. Oh, ils comprennent rien à ce qu'on leur dit, hein. Mon Dieu, qu'il n'a grand-main, ils ravissent musique, comment qu'ils sont arnaqués. C'est pas tout à fait ce que j'imagine, le langage de Molière. Je me souviens toujours du premier jour d'embauche et de ma copain César. César en polonais, c'est Czesław. Bon, alors, tu étais de quelle nationalité? Ami chef Polion, Polak. Polak. Polak? Oui. Polak, ah, j'ai pas chassé une folle. Ah si, en polonais, c'est Polak. Ouais, bon, bah, si ça te va, mieux aussi, hein, on dira Polak, acheteur. Oui, chef. Bon, comment tu t'appelles? Czesław. T'as soif? Non, c'est mal. T'as pas encore que mangé que t'as déjà soif? Bon, allez, signe ici. Signé en polonais, c'est pot-de-pisse. Chef Polion, je mets pot-de-pisse sur contrat tout de suite. J'ai mis un pot-de-pisse. Un pot de pisse, tu mets un contrat? J'ai signé. Ben, essaie, puis tu vas rire. Oh. Bon, il a quel âge, j'ai soif? Quel âge, c'est mauvais? Il est malade? Il est malade? T'es malade? Non. Ah bah, tu vas pas faire long feu shit, il t'a cuit sale louché, ma camarade. Les gens me disent, mais j'ai revu mon père, merci, mon grand-père. Le but est atteint même au-delà des plus folles espérances. Polak, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire polonais. Alors nous, du coup, les Polonais, on appelait les Français des catanioches. Parce que nous, le dimanche, on a des chaussures qui brillent. On met le costume, belle chemise. Quand il n'y a pas de chemise, on met un plastron, ça se voit pas quand on met la veste. Et puis on va à la messe avec le missel, puis un chapeau sur la tête, fier. Et les Français, alors, les Polacs, on s'habille comme un prince pour aller du riche curé. Et vous, Français, pourquoi dimanche pas habillé comme nous? Pourquoi garder vêtements de travail? Votre vêtement, la katane? Alors vous appelez les catanioches, les catanés. C'est ainsi qu'est née la légende des Polacs contre les catanioches. Et quelle scène vous aimez particulièrement jouer, notamment avec le public? Décrivez-nous un peu. La scène du mariage, où on fait venir du plat de sec polonais, avec de la vodka et la musique de mariage de Stéphane Kubiak, et je danse, et on danse, et on fait un mariage polonais. Faites-le bien voir. Madame, ceci est un cornichon polonais. Et voici un cornichon français. C'est qui est plus gros? Je parle du cornichon, monsieur. Vous voyez, c'est ça l'incompréhension. On a peur d'un gros cornichon parce qu'on a des petits cornichons. C'est comme ça qu'on dit que les Polonais sont bizarres, mais pourtant non. Il y a certaines scènes où c'est très difficile à jouer sans trop se laisser emporter par l'émotion. Il en faut une émotion, mais trop se laisser emporter, c'est terrible parce que je vois les gens en face à moi qui pleurent. Enfin, je vous amène à la fosse Neuf-Douany. On est parti à la fosse Neuf-Douany. Et puis là, ils nous ont mis dans une cage. Une grande cage. Et là, elle est descendue. 14 mètres secondes. L'estomac, il fait ça. 700 mètres plus bas. Et là, c'est bizarre, on n'a pas peur. Des grandes voûtes blanches. Bon, c'est pas si terrible que ça, la mine. Puis on avançait dans un wagonnet. Puis le plafond était de plus en plus bas. Oh. Puis après on est arrivé à un endroit qu'ils appellent le front de taille. 60 cm d'épaisseur. 37 degrés d'inclinaison, 117 mètres de profondeur. Et là, le porion, il a dit, sur le dos et vous descendez jusqu'au fond. Ah non. Il n'y a pas d'alternative, c'est ça, ou bien vous restez tout le temps là, il faut sortir de l'autre côté. Je me suis mis sur le dos. Puis j'ai commencé à descendre. 700 mètres de roche au-dessus de moi. Je me suis dit, si ça s'effondre. Et là, à côté, il foudroyait, il faisait tomber les étançons. Et là, j'ai pensé à Stanis, mon grand-père. Comment il est mort, aussi. Puis je suis ressorti, et là, je me suis juré, plus jamais je laisserai quelqu'un insulter le mineur ou le traiter de privilégié. Le logement gratuit, le médecin gratuit, le charbon gratuit. J'ai fait 1 heure seulement, j'ai compris. Et eux, ils ont fait plus de 30 ans. Vous sentez qu'il y a une émotion particulière depuis le début de ce centenaire? Depuis le début. Alors depuis le début même du centenaire de la Renaissance de la Pologne, depuis le début de la pièce Stanis le Polak, c'est une vibration, mais très forte, très intense. 100 ans. 100 ans que la Pologne a retrouvé son indépendance. 100 ans que vous êtes venus ici pour gagner votre vie. Alors ce soir à Deux-Chi,
à murmurando, comme disent les musiciens. Avec moi, nous allons vous chanter. Stolat, stolat, nie żyją, żyją nam. Stolat, stolat, nie żyją, żyją nam. En français. 100 ans, qu'ils nous vivent longuement. 100 ans, qu'ils nous vivent longuement. C'est trop émouvant, c'est notre histoire, on revit notre jeunesse et on revit tout ce que nos grands-parents nous ont raconté. Ça m'a rappelé plein de souvenirs, parce qu'on a eu un cours d'histoire, un cours d'étymologie aussi. Il y a des mots que j'ai retrouvés, je pensais que c'était mon père qui les avait inventés. Il y a des choses que tu connaissais? Quelques-unes, enfin la langue, le style, le patois, le style et tout, oui, c'était important. Oui, je me souviens encore mon papa quand il revenait de la mine avec ses yeux qui s'étaient pourtant foncés, mais j'avais l'impression qu'il y avait des yeux clairs, tellement il avait les yeux noirs tout autour et tout. Ces genres de spectacles qui sont importants pour vous? Ah oui, oui. C'est très émouvant de revenir dans ce contexte. Il y a plein de choses émouvantes, la dignité, le courage qu'avaient nos parents et la joie de vivre. Il n'y a que ça à dire. Quand vous entendez ça, vous en pensez quoi? C'est la récompense du public. Le juge de paix dans le théâtre, c'est le public. Il peut y avoir toutes les critiques, tous les commentaires qu'on accepte au pays des droits de l'homme. Mais quelle récompense quand vous avez un public qui chante comme ça, a cappella, avec plein et ça vous tient à cœur, parce que le but de ce spectacle, c'est de faire, de sauver cette mémoire. C'est pas pour moi, c'est pour eux, c'est sauver cette mémoire. On sent que c'est une histoire importante. Mais je vous sens aussi. Moi, je suis très émue. Alors, en tout cas, elle a bien dansé. Ouais, j'ai pris les cours avant de venir. Hein. C'est magnifique, bravo, très belle danse. Merci. Un bisou polonais. Merci Henri. Merci. Et c'est sur ces belles paroles que s'achève notre émission Stolat, 100 ans de la ch'ti de Pologne. Mais vous le voyez, hein, la mémoire de la communauté polonaise, elle continue de s'écrire ici dans le bassin minier grâce aux personnes que nous avons rencontrées. Elles nous font vivre avec passion leur tradition. Alors pour rester dans cette ambiance, on va se quitter en chanson et je vais pas vous dire au revoir, mais je vais vous dire Stolat. Jeszcze dłużej, Merci, bravo.